on voit bien que le dialogue entre organisations aujourd'hui, même dans des dîners le soir avec nos amis, est compliqué. Et dès qu'on aborde certains sujets un peu épineux, on arrive à un blocage en fait total qu'il faudra dépasser. Et la question ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces blocages. Il va y avoir un certain nombre d'événements cet été, donc je pense qu'on peut déjà commencer à essayer de poser ce qui va sortir de notre réflexion là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut lancer ce genre de dialogue, et puis après, comment on peut le lancer dans nos organisations, dans les places publiques, dans les partis politiques, etc. Je pense que ça commence par 3 interventions où on va proposer des exemples de dialogue bien bloqués. Thierry, tu veux commencer ? Oui, je veux bien. Moi, j'ai un sujet qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci, c'est le suivant. On est face à une crise écologique majeure, à une crise climatique. Les climatologues nous disent de façon très, très concrète, c'est plus vers l'horizon 2070-2080 qu'il faudra être dans ce qu'on appelle de la neutralité carbone, c'est-à-dire avec 0 émission nette de carbone. On avait dit 2 degrés, ça devrait aller. En réalité, 2 degrés, ça ne passe pas. C'est plutôt de l'ordre de 1,5 degré, etc., etc. Et vous avez vu, ou peut-être lu, le rapport du GIEC. intermédiaire, voilà, le rapport du GIEC. Enfin, bon, il fait 4000 pages, alors vous ne l'avez pas encore lu, ni moi non plus, bien sûr, mais on voit très bien qu'il y a, et lorsqu'on interroge les climatologues, ils sont affolés. Ils ne comprennent pas que ça n'imprime pas plus par rapport à ce qu'ils voient. Alors, il faut donc réagir de façon forte. Réagir de façon forte, ça veut dire modifier un certain nombre de nos activités. Et si je prends l'activité de production d'énergie, ça veut dire faire un très très grand basculement du mode de production actuel, qui est évidemment du côté du fossile et du fissile, à peu près aujourd'hui 80% sur la planète, à du 0% derrière. Et ceci sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Le monde de l'énergie, c'est un monde de la matière, c'est un monde sur lequel c'est difficile d'aller vite, c'est beaucoup plus compliqué que de diffuser très rapidement des smartphones ou des logiciels. Et c'est un monde aussi sur lequel, derrière, il y a une interaction, notamment dans les renouvelables, qui est forte avec la nature, et notamment avec l'utilisation des espaces, des surfaces, des territoires, etc., etc. Et c'est quelque chose qui va demander à un moment donné d'aller beaucoup plus vite. Et donc d'avoir une vitesse de mise en œuvre et qui soit tout à fait importante. Et là, on rentre dans une contradiction qui me paraît majeure, c'est que d'un côté, il faudrait ralentir et de l'autre côté, il faudrait accélérer. Ça pose des tensions qui sont des tensions importantes et on le voit aujourd'hui avec la problématique de l'éolien qui est en train de se cristalliser un peu partout. Qui est même repris de façon assez stupide souvent par certains hommes politiques ou femmes politiques même. Et ça m'inquiète beaucoup parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore compris ou travaillé véritablement la question très très importante qui consiste à concilier à la fois la nature, la biodiversité et l'activité humaine. Mettre en place un parc éolien, il ne faut pas le faire évidemment n'importe où, n'importe comment, mais si on arrive sur des blocages qui sont des demandes de démantèlement, des demandes de moratoire, etc., qui vont reporter encore sur 5, 10, 20 ans, etc., on n'arrivera pas derrière, on est en train de casser en quelque sorte la transition écologique, y compris même avec une diminution par 2 de notre consommation d'énergie. Donc, même si on divise par 2 notre consommation d'énergie, voire même un peu plus, un scénario du type mégawatt propose plutôt 60-65% en énergie finale, et bien derrière, il faut au final produire de l'énergie.
et si possible une énergie noble, extrêmement utilisable à la fois sur différents usages, que ce soit dans nos appareillages, dans la mobilité, etc. Mais il faut produire. Il faut produire, ça veut dire utiliser de l'espace. Et on est en ce moment sur un blocage où il y a historiquement, en quelque sorte, une sorte de décalage d'un blocage initial qui était plutôt de l'ordre du NIMBY, c'est-à-dire pas en face de chez moi, et je suis dans mon précaré, surtout le ferrailleur, avec maintenant aussi un blocage qui part d'organisations environnementales ou écologiques et qui disent non, non, attention, là c'est l'aigle de Bonelli, etc., etc. Donc surtout ne rien faire, éventuellement démonter. On voit arriver du côté d'organisations comme FNE, comme Sam Shepard, des actions extrêmement fortes, extrêmement rudes, extrêmement radicales, qui empêchent en quelque sorte, à mon avis, de réfléchir conjointement sur cette question de comment concilier biodiversité, nature et activité humaine, sachant que certaines de ces activités peuvent au contraire, je ne vais pas développer, mais peuvent au contraire augmenter la biodiversité. En tout cas, si on réfléchit un petit peu à moyen terme, il est clair que si on arrive, notamment par exemple dans les régions sud de la France, à un climat relativement proche de celui d'Alger ou de la situation en Afrique du Nord, l'impact climatique sur la biodiversité sera énorme et peut être limité si, au contraire, on a évidemment un basculement vers des renouvelables avec un basculement rapide. Et là, il y a un conflit temporel entre ce ralentissement et cette accélération. Et donc, je pose la question un petit peu comme le faisait Bruno Latour, où atterrir, mais surtout comment atterrir par rapport à ça. À partir de là, comment s'en débrouiller? Voilà, je peut-être s'arrêter là, si ça trop long là-dessus, mais bien sûr. Mais derrière, question, c'est comment aller de là et se parler sur ces questions-là. Pour revenir à notre thématique. D'accord. C'est dur, hein, 5 minutes. Patrick, je ne sais pas, toi, tu ne peux pas intervenir si Anne n'est pas là, en fait. Mais je peux quand même introduire, hein, mais ça aurait été bien que Anne soit là. Mais comme d'autres amis, je pense à Christiane et Ivan, qui ont des positions, je crois, assez proches de Anne, sont là, ça permettra de toute façon qu'on ait un échange de qualité. Moi, l'un des points importants sur la question peut-on se parler, comment se parler, c'est justement que sur l'histoire de la pandémie, on est pratiquement dans l'équivalent de la fameuse blague de l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez, il y avait cette image où on voit des gens réunis à table et apparemment tout se passe bien. Et la maîtresse de maison leur dit « Je vous rappelle que la règle d'or, c'est de ne pas en parler », sous-entendu de l'affaire Dreyfus. Et puis l'image d'après, on voit la vaisselle cassée. Manifestement, il y a eu une bagarre intense et le commentaire, c'est juste ils en ont parlé, point de suspension. Or, sur la question de la pandémie, c'est pas la seule, bien sûr, mais celle-là, elle est particulièrement significative. On en est arrivé à un point où les uns et les autres, d'abord les camps ne correspondent plus du tout aux camps traditionnels qu'on a l'habitude de connaître, en particulier sur le plan politique, social, même en partie culturel. Et là où il y a un point d'accord, c'est que la symétrie des accusations revient pratiquement à dire dans les deux cas, et pratiquement avec les mêmes termes, vous êtes des irresponsables au mieux, voire des criminels. Bon, ça a pris cette dimension-là. Bon, par exemple, l'idée d'un nouveau procès
de Nuremberg par rapport aux acteurs de la position, disons, plus dominante de la pandémie, est très, très importante dans les positions, disons, alternatives au traitement actuel de la pandémie. Et donc, on est vraiment, et on l'a expérimenté, notamment au sein des dialogues en humanité, en tentant une construction de désaccords qui a eu au moins le mérite d'exister, qui a eu au moins le mérite qu'on a pu se parler, échanger à minima, mais on voit bien qu'il y a des conditions prérequises qui ne permettent pas que des méthodes telles que la construction de désaccords puissent véritablement marcher si ces conditions prérequises ne sont pas réunies. Et par exemple, puisque Ivan est là, il en parlera en disant qu'il y a un niveau précédent qui est simplement en termes d'écoute et au terme et au titre des craintes et des espoirs de chacun qu'il faut en quelque sorte commencer par là, parce que tout ce qui suppose des prérequis à des niveaux supérieurs sont aujourd'hui tellement compliqués, la contestation même de l'information de part et d'autre est tellement compliquée, la contradiction à l'intérieur même des gens qui ont théoriquement une expertise, et je pense en particulier au corps médical, est tellement compliquée. L'instrumentation des positions des uns et des autres. Alors, dans un cas, c'est l'accusation du complot mondial de Big Pharma et du grand recette lié au forum de Davos. Dans l'autre cas, c'est l'accusation de l'instrumentation par les courants d'extrême droite, fait que la capacité justement à dépasser la phase, là c'est plus simplement de l'ordre du malentendu, c'est aussi du soupçon et du procès d'intention, est difficile à réunir. Voilà. Donc j'en dis pas plus, c'est simplement pour camper le décor sur le fait que là il y a une difficulté qui est à mon avis d'autant plus importante qu'elle vient fracturer un ensemble qu'on avait appelé sociologiquement les créatifs culturels, où se rejoignaient notamment, pour reprendre des expressions qui avaient été utilisées notamment par Abdeldour Bidar, le monde des militants et le monde des méditants. Et au moins, cet espace-là, il avait une capacité non seulement à se parler à lui-même, mais à rentrer en dialogue avec les deux autres groupes qui avaient été identifiés, qui étaient d'un côté le groupe des traditionnalistes et de l'autre côté le groupe des modernistes. Or, le fait que ce groupe se fracture au point d'avoir de la difficulté même à se parler, a aussi comme conséquence que les modernistes et les traditionnalistes sont, alors là, complètement partis sur leur pente régressive aux uns et aux autres. Alors, les traditionnalistes, c'est de plus en plus des pentes intégristes, identitaires, réactionnaires au sens étymologique du terme, voire par exemple en France les positions de type Zemmour, mais aussi Général de Villiers, etc., etc. Et les modernistes sont de plus en plus tirés du côté des formes extrêmes de type transhumaniste. Et donc là, cette catégorie intermédiaire qui crée de la porosité, qui permettait un discernement sur que prendre du meilleur de la modernité sans le pire, par exemple l'émancipation, la liberté de conscience, l'individuation, les droits humains, sans le pire de la chosification, et inversement, comment prendre le meilleur des cultures et des civilisations de tradition, le lien à la nature, le lien au sens, le lien aux autres, sans le pire, qu'est la dépendance, eh bien, cette capacité de ce groupe intermédiaire des créatifs culturels à remplir cette fonction qui est, à mon avis, décisive comme alternative aux logiques de guerre, elle a aujourd'hui une vraie difficulté. Et par conséquent, comment rétablir, y compris à l'intérieur de cet espace-là, une capacité d'échange de qualité, et pas simplement pour un intérêt
interne et relationnelle, mais a aussi une vocation, à mon avis, plus large et vitale, qui est l'alternative à la montée des logiques de guerre dans nos sociétés. Super, merci Patrick. Et tu parlais aussi de fatigue et d'épuisement concernant la difficulté de se parler, et ça c'est quelque chose que je pense qui est très concret, y compris chez nos concitoyens, les gens de la rue, etc. Ivan, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à propos de ces postures d'écoute qu'on peut obtenir pour dépasser les blocages? Oui, merci de m'accueillir dans votre groupe là pour ce soir. Oui, bien sûr, je crois que Patrick a parfaitement planté le décor dans lequel nous nous trouvons, et on ne peut que tous constater que c'est de plus en plus le cas sur de plus en plus de sujets. Hein, cette espèce de fracturation terrible dans tous les domaines de la pensée et des représentations. Et du coup, effectivement, dialoguer, pourquoi faire si on ne peut même pas s'entendre? C'est-à-dire si on ne peut même pas entendre et écouter l'autre. Et je pense que le sentiment à partir duquel partent toutes au début les colères, les frustrations et puis ensuite les enfermements, c'est d'abord l'insupportabilité de ne pas pouvoir même être entendu et écouté dans ce qu'on a à dire. C'est ce que j'ai vécu, moi, personnellement, sur les questions, effectivement, de la crise sanitaire, avec des amis proches, très bien informés, ayant accès à toute l'information de très haut niveau, etc. Mais je ne veux pas personnaliser. C'est le cas de tous ceux qui, à un moment, se retrouvent peu à peu dans des logiques d'enfermement parce que plus personne ne veut les écouter, les entendre jusqu'au bout de leur logique. Les portes se ferment peu à peu, et donc, de fait, on est emmuré, de fait, on se radicalise, de fait, on se replie sur la petite communauté qui est la seule à pouvoir finalement écouter et entendre, et qui elle-même, d'ailleurs, on connaît bien tous ces phénomènes, finit par s'appauvrir terriblement parce qu'elle ne tourne plus que sur ses propres arguments, sans laisser la porte ouverte elle-même non plus aux arguments, aux points de vue, etc., qui pourraient la faire évoluer. Donc c'est terrifiant ce phénomène. Et effectivement, donc, à partir de là, il n'est pas possible de dialoguer. Pour reprendre, comme vous le suggérez, c'est comment on peut reprendre à partir de l'écoute, et uniquement l'écoute, c'est-à-dire pouvoir se dire, je vais venir te rencontrer ou rencontrer plusieurs représentants d'une pensée ou d'un point de vue, et je vais me contenter de commencer à rentrer en lien avec lui à travers l'écoute. Ce qui change radicalement nos approches, qui tout de même, même si elles sont faites de désaccords, sont toujours basées sur l'idée que quand même, je vais réussir à amener l'autre sur mon point de vue, à mon point de vue, réussir quand même à le convaincre que j'ai des bons arguments, et puis s'il me convainc un peu, on trouvera un terrain d'entente. On voit bien que c'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est déjà d'être reconnu et entendu dans ce qu'on porte et pas considéré comme un alien ou stigmatisé dans telle et telle catégorie, si effectivement on émet un point de vue, un ressenti, une émotion qui n'est pas forcément celle de la pensée la plus courante, puisque nous savons tous tout de même, dans un cercle comme celui-là, qu'il y a en permanence fabrication de ce que d'autres ont appelé une normose, une normalité acceptée, une subjectivité partagée qui devient peu à peu une objectivité supposée. Donc l'idée, c'est si je ne fais pas partie de cette normose, de cette normalité subjective, finalement, je suis un paria, un alien, une minorité. Enfin, on connaît bien tous les phénomènes de minorité qui fonctionnent là-dessus. Alors, pour revenir au thème de l'écoute, effectivement, je pense, pour le pratiquer régulièrement dans différentes équipes, en tension ou autres, il y a toute une série d'approches et de techniques, et je ne les connais pas toutes, hein, je parle seulement de ce que je pratique. C'est qu'effectivement, la première chose, c'est de pouvoir m'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a pas le même point de vue ou le même ressenti que moi, et pouvoir le laisser dire quel est son vécu, quel est son ressenti et quelle est son analyse sur telle ou telle situation. Effectivement, là, techniquement, il faut essayer de limiter le sujet sur un point de départ. Il faut qu'on ait un point de départ.
et vraiment faire ce travail de je t'écoute et puis j'ai besoin d'entendre, de comprendre tes arguments et de savoir quel est ton ressenti. Et le seul travail que j'ai à faire si je décide de faire ça, c'est de comprendre l'autre jusqu'à être capable de le reformuler au point de dire, donc si j'ai bien compris, voilà, tu vis ça, tu ressens ça, etc., pour telle et telle raison, voilà tes arguments, etc., jusqu'à que l'autre se reconnaisse pleinement dans ce qui a été dit, mais vraiment pleinement dans toutes les dimensions. Okay. Si déjà ça peut être fait de façon réciproque, c'est déjà un premier grand pas parce que moi, en tant qu'individu, j'ai au moins le sentiment d'avoir été écouté et compris. Ce qui ne veut pas dire que l'autre est d'accord, bien entendu. Est-ce que je suis capable d'entendre des personnes qui ont des points de vue radicalement opposés aux miens sans avoir moi-même des montées émotionnelles insupportables et insoutenables, tellement je suis en désaccord avec ce qui est en train d'être dit? C'est déjà ça la première question. Et quel que soit son point de vue sur quel que soit le sujet. Et c'est d'abord là qu'on est confronté, parce que si je ne peux même pas effectivement commencer à faire ça, comment vouloir rentrer en dialogue? Je ne peux pas rentrer en dialogue, je peux juste rentrer en une espèce de bras de fer ou de négociation, ce qui est tout à fait autre chose. La négociation, on est d'accord, c'est autre chose. Donc déjà, c'est le premier exercice. Et souvent, dans des groupes en conflit, je ne les fais pas dialoguer avant qu'ils aient parfaitement restitué, resitué devant l'autre, donc un groupe face à un autre groupe, ce qu'ils pensent que l'autre croit, jusqu'à que l'autre ait la possibilité de corriger jusqu'à la dernière virgule. Donc là, ok, tu m'as parfaitement compris et entendu. Donc si je comprends et parfaitement déjà l'autre, je peux me dire après, je peux être dans un cheminement. C'est une approche, hein. Il y en a d'autres, je peux en citer d'autres. Je peux être dans un cheminement où moi-même, je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et peut-être pas grand-chose, tellement on est en différence. Mais après, ça dépend de quoi on parle et quel est le degré d'écart que nous avons. Bon, c'est une approche. Il y en a d'autres, mais je cite celle-là comme pour pas être trop long et trop bavard, pour illustrer le fait que pas de dialogue possible sans déjà avoir confirmé qu'on est capable de s'écouter et de s'entendre. Puis après, on voit ce qu'on peut faire. Oui, très bien. Je pense que c'est bien éclairant. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est comment organiser ces lieux de débat ou d'écoute, hein, si on écoute ce que vient de dire Yvan, avec quels outils? On en a un petit peu exposé quelques-uns. Et surtout à quel rythme? C'est-à-dire que est-ce qu'on est obligé, on ne pourra pas élaborer quelque chose pour répondre aux urgences de la période des élections, etc. Donc, est-ce qu'on s'installe sur un temps long? Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être un développement archipélique de ce genre d'initiative? Donc, je vous propose maintenant de débattre sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cet été dans nos différents archipels? Moi, je veux bien répondre. Alors, mais ça ne sera pas au sein d'un archipel. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'organise des échos, ce qu'on appelle les éco-dialogues, pendant le festival de Thau, à laquelle d'ailleurs Patrick est intervenu une fois. Et sur cette question que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de la biodiversité du vivant et des activités humaines, j'organise un cycle d'intervention. Il y aura à un moment donné, justement sur cette question du débat, une table ronde avec des personnes assez différentes. C'est avec Emmanuel Delannoy, qui est un économiste qui a travaillé sur ce qu'il appelle la permaéconomie, le président du Conservatoire des espaces naturels en Occitanie, un responsable d'entreprise, une militante écologique de longue date, Maryse Arditi, un géographe qui a beaucoup travaillé sur le territoire. Et donc, on va monter une table ronde que je vais essayer d'animer et qui sera, je l'espère, retransmise aussi en direct sur Internet. Donc, je vous ferai passer les éléments. Moi, ça me paraît intéressant déjà que ces gens, qu'on se rencontre, qu'on arrive à se parler,
alors qu'il y a eu quelques confrontations initiales de moins incompréhension. Donc ça peut être un premier point, mais ça n'est pas tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des décisions qui sont à prendre en ce qui concerne notamment l'usage du territoire, les co-usages éventuels, etc., il faut aller beaucoup plus loin. Et là, est-ce que des méthodes comme celle du débat public qui sont organisées sur les plus grands équipements sont suffisants? Est-ce qu'il faut changer ça? Et surtout, comment aller vite? C'était la question que j'ai posée tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un vrai conflit entre vitesse à agir et le temps long de ce qu'on est en train de dire, du dialogue et de la concertation. Là-dessus, je n'ai pas de réponse encore. Et si on ne trouve pas des réponses vite, avec derrière de la mise en œuvre de l'intelligence collective par rapport à ça, je suis de plus en plus inquiet sur ce qui risque d'arriver, notamment sur le plan climatique. Moi, ça me donne envie de partager une expérience que j'ai eue là récemment. J'ai participé à des ateliers de redirection écologique avec la ville dans le cadre de démarches de démocratie locale, participative, tout ça. Et c'était hyper intéressant de voir comment est-ce que les gens pouvaient partager différents points de vue, discuter du quartier, de ce qu'il faudrait changer, vu qu'on était regroupés par secteur. Et en fait, j'ai fait l'expérience pas mal de fois que c'était pas tant entre habitants qu'on avait des difficultés à se dire nos idées et à échanger, mais c'était plus par rapport aux animateurs de la ville, parfois. Il y a eu peut-être 3 séances avant de trouver comment communiquer avec eux, en fait. C'était vraiment intéressant. Et là, on a fini donc tout un cycle d'ateliers et on va avoir une restitution aux élus de la ville. Et donc, l'enjeu, là, ça va être d'essayer de leur faire comprendre ce qu'on a mis du temps parfois à faire comprendre aux animateurs sur 4 séances. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant des confrontations, en fait, que juste une espèce de vide, comme si, enfin, il y a des fois, j'ai répété peut-être 3 fois la même chose de façon différente, en essayant de donner des exemples pour vraiment faire comprendre ce que je voulais dire. Et ça, c'était juste pas possible, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations, j'ai envie de dire mentales, intellectuelles, spirituelles, enfin, à tout niveau. Et du coup, il faut du temps, en fait, pour arriver à dépasser des débats. Et c'est pas toujours par la parole que ça se passe, que par le temps partagé ou les échanges sur d'autres sujets que ceux qui sont directement concernés par l'objet du débat, en fait. Du coup, voilà, j'essaie de me dire quelles applications on pourrait avoir à des débats comme ça. C'est quand on a ces cadres institutionnels un peu à casser qu'on peut essayer de... Enfin, je sais pas trop. Les pensées qui se baladent encore, c'est pas très clair, mais c'est par là qu'elles vont. Moi, je voudrais suggérer d'introduire dans le débat au moins 2 types de surdité différentes. Il y a la surdité qui a été évoquée, qui est l'incapacité, même entre amis, à se parler parce qu'il y a de l'agressivité, des choses de ce genre. Ça existe. Moi, je vois de quoi vous parlez. Il y a certains types de sujets sur lesquels il est difficile de communiquer entre amis. Mais par ailleurs, il y a des tas de situations dans lesquelles, même si la démocratie d'expression n'a pas beaucoup de lieux de réalisation, dans lesquelles les personnes arrivent à exprimer leur point de vue, à faire établir quelque chose. Et même, je dirais, ce qui s'est passé à l'époque du grand débat, ce n'était pas quelque chose de complètement vide. Mais il y a une surdité, par contre, des appareils divers, qui fait que personne s'en préoccupe. On va vers une élection présidentielle en 2022, qui est une des échéances principales de la vie politique française. Personne ne veut mettre son nez dans ce que les Français ont dit à une certaine époque. Moi, je travaille avec des copains sur un livre là-dessus, justement, sur les quelques éléments que l'on peut arriver à trouver.
ça, c'est pas une surdité de même type que l'énervement mutuel entre amis, mais c'est une surdité aussi qui est extrêmement importante, qui est la surdité par rapport à la personne, par rapport à la parole des personnes, avec l'idée au départ que les gens n'ont rien à dire ou rien d'intéressant à dire, qu'on peut à la rigueur faire des sondages et des choses de ce genre, et que pour le reste, ça vaut pas la peine de les écouter. Or, c'est complètement faux. Quand on écoute et que l'on crée des débats citoyens ou des choses de ce genre, il se dit énormément de choses. Donc, je pense qu'il ne faudrait même pas le mettre de côté dans notre diagnostic. Je suis bien d'accord avec toi, Philippe. Je me permets de répondre ça. C'est pour ça qu'il y a effectivement, il y a deux plateaux, comme dirait Deleuze. Il y a deux endroits différents où les choses doivent se compléter. Mais clairement, il faut que nos organisations donnent l'exemple, quelque part, de retrouver ce dialogue et de savoir comment communiquer. C'est-à-dire que si une plateforme comme celle-ci ne le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? Il y a là l'intention, la philosophie humaniste, si je peux employer ce mot-là, sous-jacente, le savoir-faire. Donc, si des groupes comme ceux-là ne tentent pas, qui va le faire? Moi, j'en arrive là aussi dans ma petite observation. Et par contre, le fait de le faire peut avoir, si on travaille les approches, les techniques qui sont multiples, il n'y a pas qu'une façon de faire, pour le coup, un vrai retentissement s'il se dit qu'à quelque endroit, on peut réussir à faire dialoguer des gens qui, franchement, ne se regardent même plus. Réussir ça, c'est un pas en humanité dans la période actuelle qui me paraît assez gigantesque. Donc, même si c'est fait à une toute petite échelle. Donc, je trouve que la tentative vaut vraiment la peine. Ouais, je raconte un autre truc, si vous permettez. C'est un autre cadre dans lequel j'ai participé cette année. C'était une espèce de convention citoyenne pour le Covid, organisée par la ville aussi, dans le cadre des démarches de démocratie locale, participative, tout ça. Et là, c'était pareil, on s'est retrouvés à devoir parler du vaccin avec plein de gens qui se côtoient jamais, quoi. C'était vraiment des expériences sociologiques incroyables, ces histoires de démocratie locale. Et c'était vraiment génial, en fait. Par contre, il y avait cette espèce de sélection de personnes qui ont potentiellement des points de vue extrêmement différents, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le public avait été choisi pour être mis ensemble et dans le cadre de la ville. Et il y a eu toutes sortes de problèmes avec ce protocole, c'est-à-dire qu'il y a eu des groupes qui ont demandé à ce que les élus ne soient pas là pour que les gens parlent plus librement. Il y a eu d'autres groupes qui ont dit mais non, au contraire, les élus doivent être là pour que la ville entende, etc. Mais déjà, juste entre les gens mêmes, c'était fascinant de voir comment est-ce qu'il pouvait y avoir des prises de parole complètement opposées, mais qui cohabitaient et qui s'écoutaient. Et je me suis dit, moi, que c'était la ville qui commençait à mettre en place des choses que des groupes, des gens comme nous, peut-être ont un peu travaillé dans d'autres contextes. Et eux, ils le font comme une institution, c'est-à-dire qu'ils le font comme ils peuvent et pas très bien, mais de mieux en mieux à chaque fois sur leurs différentes expériences. Par contre, c'est vrai que c'est dommage de se dire qu'il y a des gens qui ont l'expertise, mais qui ne sont pas forcément sollicités par la ville pour faire ça. Donc ma question que je vous pose, c'est peut-être de voir, est-ce que par rapport à ces différents rôles, si on imagine que c'est au niveau de la commune, qu'ils mettent en place des organes comme ça, est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition en face en fait? Parce que tout le monde avait tellement aimé pouvoir partager de tels points de vue opposés que les gens se disaient mais il faut organiser ça pour que d'autres personnes puissent profiter de tels échanges où ils vont rencontrer d'autres points de vue. Et aussi de l'information de façon plus neutre, quoi. Okay. Alors, on va donner la parole à Roland. Voilà. Et puis ensuite à Patrick. Hein. Il y a qui ont levé la main. Moi, ce qui me vient en premier lieu, c'est si je suis en posture sérieuse, de grande personne qui a beaucoup pensé, qui a beaucoup réfléchi, je me perds
parce que je suis ailleurs que là où il me semble être plus facile, qui est celui de l'enfant, que je suis toujours, et de celui qui peut s'amuser et qui peut jouer dans la cour de récréation, pas violemment, mais en s'amusant. Et c'est pour ça qu'avec Didier, on a réfléchi, on est en train de travailler sur un jeu de cartes, qui peut être un moyen, c'est un moyen pour se rencontrer, pour échanger. Et moi, je m'aperçois que lorsque je suis non pas dans une posture où je veux prouver, où je veux montrer que je suis plus fort, que je suis dans la compétition pour gagner l'opinion de l'autre, mais que je suis plutôt dans cet amusement, dans ce jeu, dans cette posture enfantine, et et où j'ai pas peur de m'exposer en fait. Les choses elles peuvent se passer et elles peuvent avancer. Voilà ce que je peux dire simplement parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais bon, c'est un peu le pari qu'on essaie de faire avec Didier sur l'idée de faire ce jeu de cartes qui est autre chose. Voilà. Essayer d'aller un peu ailleurs que dans la confrontation. Voilà. En gros. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Alors, moi, je trouve qu'il y a des choses très, très importantes là qu'on est en train de se dire. Il y en a une qui rejoint ce que vient de dire Roland, qui prolonge ce que disait tout à l'heure Ivan, qui est les pas de côté qui fait que, de fait, il y a un espace commun qui se crée simplement parce que le plaisir, ou en tout cas au minimum l'acceptation de l'écoute de l'autre va être mis en place. Et ça me faisait penser à une autre façon de faire un pas de côté. Roland vient d'évoquer celui de l'enfant par rapport à l'adulte. C'est ce que pratiquait Helsinki Citizen Assembly, vous savez, l'Assemblée européenne des citoyens, qui faisait autour d'un conflit intervenir d'autres protagonistes d'un conflit. Par exemple, sur le conflit entre Turquie et Arménie, il demandait à des Israéliens et des Palestiniens de venir en quelque sorte les aider à rentrer en dialogue. De la même façon, ils utilisaient évidemment ce qui avait été le précédent franco-allemand, etc. Et ce pas de côté-là qui fait que ça n'est pas mon conflit à moi, et donc je le regarde différemment et j'aide des personnes qui, elles, sont dans un conflit qu'ils considèrent comme absolument vital à faire aussi ce pas de côté, avait été très riche. Moi, je me souviens par exemple d'une assemblée générale en plein au cœur de la guerre de l'ex-Yougoslavie, où là, c'était justement des Palestiniens et des Israéliens qui aidaient des Serbes, des Bosniaques et des Croates qui étaient dans un conflit meurtrier entre eux à progresser. Donc, je trouve ça viendrait bien se greffer à la fois sur ce que dit Yvan et sur ce que dit Roland. Et puis, l'autre élément, c'est que, pour reprendre ce que disait Philippe Lemoine sur les deux surdités, il faut bien voir que, effectivement, pour traiter la surdité, disons, plus institutionnelle, celle notamment des appareils, des puissants, des dirigeants, etc., on est amené à promouvoir un autre modèle démocratique. Parce que la démocratie de compétition, elle organisait une forme particulière d'espace commun et de confrontation qui était, c'est pas vraiment grave de pas se comprendre, c'est pas vraiment grave de pas s'écouter, puisque l'objet, c'est simplement d'organiser la compétition et de voir qui gagne cette compétition. Et donc, évidemment, ce modèle-là qui a fonctionné
pendant des décennies et qui a rempli des fonctions non négligeables, notamment comme différence par rapport à des phénomènes despotiques, totalitaires, etc., n'arrive plus à fonctionner, est en voie d'épuisement. Et l'un des signes de cet épuisement, c'est évidemment la désaffection massive, et on l'a vu en France avec l'abstention. Et donc, si on veut traiter la question de la surdité institutionnelle, il nous faut mettre en avant le fait que les nouvelles formes démocratiques que nous proposons, on ne se contente pas de les réclamer, on commence à les vivre. Et là, ça rejoint un débat, par exemple, qu'on a en plein au sein de la primaire populaire, de l'archipel de l'écologie et des solidarités, etc. Parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas un effet démonstratif que d'autres formes démocratiques sont possibles, le constat que la démocratie de compétition ne traite plus les problèmes et génère de l'impuissance, finit au total par produire une désaffection d'ensemble. Et c'est ça aussi que j'évoquais à travers l'idée de grande fatigue, parce que l'idée de grande fatigue, c'est lié au sentiment d'impuissance, mais aussi pour boucler avec les questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est se retirer d'un débat, c'est aussi une façon d'éviter de perdre ses amis. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que quand on finit par se retrouver dans une situation telle qu'on a le sentiment qu'on risque de perdre ses amis, eh bien, on se dit, au fond, le mieux, c'est de ne pas en parler, parce que la priorité, c'est celle de la conservation de l'amitié. Donc, il faut aussi introduire cet élément-là, me semble-t-il. Philippe Lemoine, tu voulais intervenir? Moi, il me semble, oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Patrick, dans ce que tu appelles la démocratie de compétition, Patrick, qui est effectivement une démocratie d'élection dans lequel le ressort est la compétition, l'enfermement, il vient du phénomène même de la compétition, plus du fait qu'on a inventé et développé la démocratie d'opinion, qui consiste à lancer des sondages dans différents sens qui partent du haut vers le bas, qui sont une façon de tester des idées, comme on teste des lancements de nouveaux produits et de tester des thèmes, et qui enferment le débat public dans quelque chose de très différent de ce que serait une démocratie d'expression. D'exemple, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de problème de sécurité en France, mais le poids qui est donné au problème de la sécurité provient énormément du phénomène des sondages, parce que lorsque l'on pose la question aux gens, quel est votre tiercé de problèmes majeurs, les sondages, la sécurité ressort fortement, alors que quand on donne l'occasion dans des débats citoyens comme ceux qu'évoquait Selma ou autres, de dire qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maire de telle ville dans laquelle il y a les quartiers chauds, etc. Les gens vont parler de je trouverais des trucs pour les jeunes, je ferais un emploi de tel ou tel type, etc. La sécurité est latent, il est présent, mais il n'est pas identifié comme un problème d'action numéro un. Juste pour résumer ce que j'indiquais, c'était que dans le phénomène de compétition dont parlait Patrick, qui introduit de l'autisme, c'est vrai, c'est d'autant plus fort que la démocratie de compétition ou d'élection se double d'une démocratie d'opinion avec un usage très important des sondages d'opinion qui introduit une hiérarchisation des sujets très différente de la hiérarchisation des sujets auxquels déboucherait de l'expression de la part des personnes. Et je te donnais l'exemple, il se trouve que les gens avec lesquels je travaille sur ce livre à l'heure actuelle font énormément d'enquêtes pour les municipalités, etc. Même des municipalités dans lesquelles il y a des problèmes très forts de sécurité, lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que vous feriez si vous deviez prendre en charge vous-même des questions d'animation de tel ou tel lieu, les problèmes de sécurité ne ressortent pas de la même façon. Ils l'abordent autrement. Ils disent il faudrait développer de l'emploi pour les jeunes, il faudrait développer des activités autrement, etc. Mais pas le thème sécuritaire tel qu'il ressort dans le débat public, qui est un sous-produit, une lecture démocratie de l'opinion des priorités politiques. Et donc, je crois que en dehors de la compétition, par le fait d'avoir des sondages qui ressortent de méthodes de lancement de produits dans la consommation et dans le marketing. Thierry, tu voulais?
Oui, il y a, pour rebondir un peu sur la problématique du débat, notamment dans les collectivités ou les territoires, il y a des exemples quand même qui sont tout à fait intéressants. Et moi, je me souviens, parce que j'avais invité sur un éco-dialogue de ce festival de talk, de tout ce que nous racontait quelqu'un comme Joe Spiegel, qui était donc le maire de Kiegensheim, et qui a mis en œuvre à la fois des éléments de dialogue initial, mais aussi de mode de prise de décision sur des choses qui pouvaient être extrêmement sensibles. Il racontait par exemple comment, à un moment donné, s'était organisé un débat autour de l'installation d'une mosquée dans la ville. Sujet, on ne peut plus, évidemment explosif, sensible, etc. Et l'idée très intelligente était d'abord de faire parler les gens de façon large, mais en dehors du conseil municipal. C'est-à-dire que les gens du conseil municipal étaient, dans un premier temps, uniquement à l'écoute, en quelque sorte. Par contre, la prise de décision, elle était relative au conseil municipal parce que c'est lui qui a la légitimité. Et je voudrais insister, moi, vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la phase de débat, mais il y a aussi la phase de prise de décision. Et si on est en perpétuel débat, les choses n'avancent pas à un moment donné, où il n'y a pas de prise de décision correcte qui soit prise. Et il me semble qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur les modalités de conclusion, de prise de décision. Quelque chose sur lequel je pense que c'est une erreur, c'est lorsque on veut conclure par un référendum, qui est un référendum uniquement oui-non. Ça n'a pas de sens. Ça crée du clivage et ça crée après derrière une prise de décision qui n'est pas acceptée par un certain nombre de gens. Une bonne idée, me semble-t-il, serait que si on veut véritablement avoir un débat sur un équipement, sur une orientation, notamment en termes de territoire, c'est que obligatoirement, il puisse y avoir plusieurs projets qui soient proposés à l'analyse, un projet A, B et C, mais en donnant à chacun de ces projets des moyens identiques en termes d'analyse, etc., etc. De façon à ce que des contre-projets puissent aussi avoir leurs moyens. Et à partir de ce moment-là, on peut faire un vote, mais qui est un vote sur trois options déjà dessinées. Ce n'est pas du tout un vote clivant dans ce cas-là. Je crois que là, il y a des méthodes aussi qui me paraissent importantes et je voudrais vraiment insister sur le côté de la prise de décision par rapport, qui est lié évidemment à l'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça me semble important de réfléchir véritablement là-dessus, quitte à faire aussi un certain nombre de propositions, voir comment ça peut se passer dans nos groupes, au-delà du débat lui-même. Moi, je veux bien intervenir parce que ça, c'est des démarches qui existent, comme la sociocratie, la prise de décision par consensus. Donc là, consentement. Ça se développe et je pense que, moi je l'ai vu fonctionner, ça prend plus de temps que si. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le niveau d'information qui est important. Pour prendre des décisions, il faut être informé au même niveau. Et aujourd'hui, que ce soit en politique, que ce soit sur la question écologique, il y a certainement aussi à travailler le niveau d'information et des données sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir un point de vue réaliste et sortir de la subjectivité. Parce que souvent, l'opposition, elle se fait quand on devient subjectif sur un sujet. Et si on amène des éléments concrets, factuels, etc., eh bien, voilà, on analyse ces éléments et comme vous dites les uns les autres, on peut ensuite être plus serein dans les prises de décision à faire et dans les processus aussi bien de développement de projets sur un territoire, sur un village, etc. On est aussi là-dessus. Voilà, quel est l'intérêt? Nous, on a eu un référendum sur parc éolien et déboisement de la forêt, par exemple.
Et donc, bon, il y a eu un débat et il y a un positionnement très fort du maire là-dessus, mais ça a amené à retravailler la question de l'énergie sur un territoire comme celui-ci, sans forcément couper les arbres. Mais on dit en même temps, voilà, et ça, c'est un bel exemple. Voilà. Mais il faut être informé. Il faut être informé pour avoir un positionnement clair et non subjectif. Oui, juste en rebond de ce que vient de dire Marie-Hélène, je pense effectivement que si on veut avoir des assemblées ou des systèmes qui vont très près de la décision, archétype comme ce qui s'est fait la Convention sur le climat, ça suppose un investissement en formation, en expertise qui est extrêmement important. Mais il peut y avoir des modes de débat qui permettent de dégager quelles sont les préoccupations des personnes, qui laissent plus de place à un niveau de décision détaché de lui après, mais qui un niveau de décision qui va tout de même être éclairé, qui ne va pas être le même en fonction du fait qu'il y a eu un débat ouvert qui a eu lieu auparavant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs modèles de débat citoyen. Je pense que je suis assez d'accord avec ce que disait Thierry. Dans l'exemple comme Grande Sainte, par exemple, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Georges Kigel. Il y a eu, par exemple, une acceptation très forte de la population du fait d'avoir un camp de migrants qui viennent s'installer. Mais ce n'était pas forcément d'avoir mis dans des groupes de la population l'ensemble du dossier technique camp de migrants, mais c'était d'avoir eu un climat d'écoute tel que on avait bien compris qu'un camp de migrants, ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas au préalable des décisions qui étaient prises qui fassent qu'il n'y avait pas un seul habitant qui était à la rue. À partir du moment où il n'y avait pas un seul habitant à la rue, on avait Damien Carême, il avait pris les devants et il avait évité qu'il puisse y avoir des réflexes du genre de dire oh ben, c'est tout pour les immigrés et rien pour nous. Ça n'a pas existé à Grande-Sainte. Il n'y a pas eu d'éléments de ce genre. Donc, niveau de débat et de précision autour de la prise de décision, il peut y avoir une gradation de choses. Toujours, je pense, l'espèce de truc maximum, comme ça avait été fait dans le cas très particulier de la Convention citoyenne. Juste deux mots, je ne sais pas si Philippe avait fini. Mais bon, peut-être on ne l'entend plus, je ne sais pas. Non, c'est bon. Ok, merci. Merci. Oui, juste deux mots. C'est clair qu'on est, ça a été évoqué tout à l'heure, sur des temporalités différentes. Le temps de l'écoute n'est pas celui de la prise de décision qui, dans un certain nombre de cas, doit être relativement rapide. Ce qui n'empêche pas que dans une prise de décision, on puisse introduire des temps d'écoute, hein, bien entendu. Mais on est d'accord qu'on est sur des temporalités différentes et le grand problème, parce que les uns et les autres, ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'on entend que la maison brûle. Si 30 ou 40 ans, s'il y a 30 ou 40 ans, nous avions commencé à nous écouter, je ne pense pas qu'on en serait là. Donc, il y a bien un moment où il faut commencer à travailler sur la temporalité longue et pas tout le temps reculer ceci sous prétexte que ça brûle de plus en plus. C'est parce que ça brûle de plus en plus qu'il faut écouter de plus en plus et prendre de plus en plus de temps pour écouter, justement. Et à continuer ce qu'on a toujours fait, on produira ce qu'on a toujours produit. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est comment le temps long vient réinvestir le quotidien, y compris dans l'urgence. Y compris dans l'urgence. Là, il y a un paradoxe, mais si on ne le dépasse pas, on sera toujours en train de courir derrière ça. Et donc, du coup, en parallèle avec des démarches qu'on connaît bien, qui sont toutes celles que vous avez citées, qui permettent de prendre des décisions un peu plus éclairées que le simple vote, il y a ces temps, ces espaces de l'écoute et de la compréhension réciproque qui fait que quand le moment est venu, effectivement, de prendre une décision, elle peut se prendre un peu plus sereinement, ou en tout cas avec une plus grande conscience de ce qui est en jeu, qu'effectivement si on est tout le temps sur le temps court. Et puis, dans l'écoute, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que le rationnel. Il y a toute la dimension émotionnelle, d'une part, qui n'apparaît pas, qui apparaît à aucun endroit, sauf dans la frustration, dans la violence ou dans le côté inhibé qu'on peut avoir si à partir du moment où on décide de ne plus parler, comme disait tout à l'heure Patrick. Où s'exprime cette dimension-là? Nulle part. Donc, au fond des espaces où les émotions peuvent remonter. Et puis, derrière les émotions, nous savons tous que nous avons nos systèmes de croyances et de représentation
Et s'il est impossible de convaincre quelqu'un de changer de système de croyance ou de représentation, il est important au moins de le ressentir, de le comprendre et de l'entendre. Et puis déjà, se sachant entendu, si l'autre accepte de faire la même démarche, on a déjà gagné pas mal de terrain. On est bien d'accord que faire coexister les deux temporalités sont deux processus différents et les deux doivent coexister parce que je suis d'accord qu'il y a des décisions à prendre à court terme. On ne peut pas mettre en place des dispositifs d'écoute qui durent 1 an si on doit prendre une décision à 1 mois ou à 15 jours. On est bien d'accord. On écoute Anne et puis ensuite on se fait un petit tour peut-être pour commencer à conclure, si ça vous va. Mais vas-y Anne, tu as tout ton temps. Oui, non, je vais très court parce qu'en fait, j'ai encore beaucoup de questions, mais ça fait rien, ça sera pour une prochaine fois. J'écoute avec énormément d'attention et d'enthousiasme ce que vous dites sur l'écoute et simplement je me demande pourquoi on arrive si peu à trouver des groupes prêts à s'écouter. On est quand même, alors c'est peut-être une question de temps court et de temps long, mais probablement pas seulement. C'est vrai aussi que notre manie notre obligation de passer par le Zoom au lieu d'avoir du présentiel rend l'écoute probablement plus difficile. Il y a une espèce de frustration liée au Zoom et puis à l'impossibilité d'avoir ce qu'on a en présentiel, c'est-à-dire le contact vrai avec des gens, bien que là, j'ai l'impression de tous vous connaître, là, ça y est. Mais enfin bon, ça serait sûrement très différent si on était dans la même pièce. Déjà, on pourrait boire un coup. C'est vrai. Voilà. Mais je trouve que c'est là qu'on a du mal, c'est à Merci, c'est super. On a du mal à trouver des publics qui soient prêts à ce temps tranquille de l'écoute avant de se précipiter à essayer de dire ce qu'ils ont eux à dire. Alors, peut-être que vous les trouvez, vous avez donné des exemples de groupes. Moi, j'avoue que j'ai plus de mal avec, par exemple, les partis politiques, à trouver le temps où on s'écoute avant de s'affirmer. Peut-être que je m'y prends mal. Écoute, en tout cas, à 14, il me semble qu'on a réussi à s'écouter. C'est quand même... Enfin, moi, je vous remercie de votre qualité d'écoute et le respect de la parole de chacun. Oui, tout à fait, c'est délicieux. Et c'est délicieux d'être avec vous. Malheureusement, après, il faut aller dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie, c'est ça. Traite-nous de faux. Non. On est dans la vraie vie. Mais par exemple, quand on essaye avec l'archipel de l'écologie et des solidarités, dont je fais partie, d'essayer de faire la construction de désaccords avec les partis politiques, moi j'aimerais beaucoup qu'Ivan vienne avec nous. Parce que je suis persuadée qu'il saurait peut-être justement amener les partis à s'écouter davantage. Pour le moment, ils ont du mal. Hein. Je le laisse répondre. Si tu es un peu disponible, Ivan, moi je te recrute volontiers. Non, on a besoin d'être nombreux pour faire ça. Oui, mais on est déjà un petit nombre. Mais effectivement, une équipe qui... aurait cette mission, ça peut être extrêmement intéressant si l'idée était acceptée. Il faut faire ça en équipe, bien évidemment. Et on peut te contacter pour ça? Oui. Moi, je chercherai tout de suite l'équipe. Hein. On a une petite équipe. Petite. On a une petite équipe. Mais je pense... C'était génial. C'était... Je pense que c'est un peu le sujet aussi, y compris de la première partie, où on se demandait le rôle que pouvait avoir l'archipel aux Ondes des Jours Heureux, qui est dans cette démarche justement de trouver un peu un discours apaisé quelque part.
Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un… Il est 23, il nous reste une dizaine de minutes, allez, si on déborde un petit peu, qu'on fasse un tour pour que ceux qui ne se sont pas exprimés puissent dire un peu ce qu'ils pensent. Et si j'osais, je commencerais par quelqu'un qui n'a pas pris la parole, donc Christiane ou Elisabeth. Mais je ne veux pas vous forcer. Bon, je vais réagir. Bon, c'est un petit peu… Bon, j'ai écouté avec grand intérêt, mais je me suis demandé où et quand je pouvais mettre en application ou repenser à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Voilà. Je ne vois pas dans l'immédiat où est-ce que je pourrais… Si, je le vois effectivement dans l'archipel avec la création, les dissensus et les partis politiques. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je ne suis pas confrontée forcément à des moments où j'ai besoin de cette écoute, si ce n'est dans des moments individuels, amicaux, familiaux, etc. Voilà. Mais c'était bien intéressant. Alors, à mon tour, moi, je vous remercie parce qu'effectivement, ça nourrit mon inquiétude actuelle, hein, tout ce que vous proposez pour s'écouter et donc laisser la place à des points de vue différents, voire contradictoires. Et je vais le tester au Dialogue en Humanité, je vais prochainement. Voilà. Et puis également à l'université d'été organisée par ATTAC à Nantes, hein, en sachant que je suis vraiment dans une espèce de, je ne regrette pas, mais quand même de sentiment d'échec, puisqu'il y a eu un clash avec ATD Quart Monde, où je devais participer à la grande rencontre là, mais où je n'ai pas accepté une prise de parole sans qu'il y ait eu de concertation de nous, du pôle politique, qui approuvait le pass sanitaire. Or là, comme moi je suis aussi à ATTAC, je suis aussi à la LDH, je suis très sensibilisée sur l'atteinte de nos libertés, hein, et j'ai dit que je ne pouvais pas co-signer cet appel. Et bon, il y a eu ensuite des débats internes, hein, bien sûr, avec des coups de fil et tout. Mais pour moi, c'est après 15 ans de militantisme, ça ne peut être que source de tristesse. Sauf que je me rends compte que ça a fait quand même avancer. Puisqu'il y a eu de nouveau là une lettre nationale qui est partie en disant que comme il y aura moins de 1000 participants, il n'y aura pas de passe sanitaire. Mais bon, alors, du coup, voilà, moi je suis confrontée tout autour, hein, que ce soit dans la famille, les amis, à des difficultés d'écoute, puisque effectivement tous les points de vue sont exacerbés. Et je me réjouis vraiment de me mettre en situation de gérer des désaccords avec des amis dans des conditions qui vont être plaisantes. Et je ne sais pas si ça va aboutir, mais j'ai suivi la création Danser encore, Chanter encore, bon, pour des raisons, parce qu'il y avait ça a été créé à la Chartreuse de Villeneuve où j'avais été en mission. Et j'ai été voir le spectacle qui a été créé à la suite par HK, Sans haine, sans armes, sans violence, et qui est comme tout à l'heure, le livre ou le jeu de cartes pour s'amuser comme des enfants, me paraît être une proposition de jeunes, puisqu'ils ont 35-40 ans, hein, très, très pacifique et poétique, alors qu'ils abordent des sujets problématiques de notre époque, de notre période. Voilà. Et tu passes la parole à Roland. Il est encore là? Oui, je suis là. J'aime bien ce que tu as dit, parce que c'était un peu quelque chose que j'avais envie de partager
de mon côté, mais je vais peut-être me répéter, à savoir que si on veut transformer, si on veut aller vers une autre société, c'est la culture qui le permettra, c'est la poésie, c'est le cœur, c'est une place ailleurs que là où on a l'habitude d'aller toujours beaucoup avec le mental, avec l'organisation, avec tout ça. Et moi, je pense que la métamorphose, elle est en train de, elle va arriver, même si on ne la voit pas encore se profiler, mais moi, je crois à ça. Voilà, c'est une croyance. C'est ma croyance et je suis vraiment dans l'esprit de ce que Edgar raconte tout le temps, quoi. Et cette métamorphose, on peut peut-être aider à la provoquer, mais elle va venir dans des moments de paroxysme, de toute façon, et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de me sentir en confiance avec moi-même, en confiance avec le monde, et puis avec mes proches et mes amis. Peut-être que c'est facile de dire ça, mais c'est vraiment ce à quoi je crois. Voilà. Et puis, je vais donner la parole à Ivan. Oui, juste deux mots, mais merci encore de m'avoir accueilli dans votre cercle. Juste dire que moi, d'abord, je suis très heureux de voir qu'il y a cet espace avec tous les propos qui ont été prononcés, tout ce qui a été dit. Je suis heureux de voir cela. C'est de ça dont on a vraiment le plus besoin, je pense. Je pense même, je vais peut-être vous choquer, je pense que c'est plus fort de faire ça, d'aller mettre un bulletin de vote. Je pense que c'est plus fort parce que là, on rentre dans la transformation, si on veut bien faire ça. On la rayonne, on la témoigne et on rentre vraiment dans cet espace, ce monde, cette espérance qui fait qu'on est là ce soir à discuter de tout ça. Même si je me doute bien que ceci est une goutte d'eau, mais ce sont les gouttes d'eau qui feront la différence. Et on a vraiment besoin de gouttes d'eau qui scintillent aujourd'hui et pas seulement de grandes déclarations. Donc, si on pouvait être cette petite goutte d'eau qui scintille, continuer à scintiller, puisqu'on n'en est pas à nos débuts, les uns et les autres, je pense que ça serait formidable. Et tu passes la parole à Claude. Moi, je suis dans une expérience de création d'un groupe de futurs habitants, ce qui est un effort assez considérable et en même temps assez merveilleux parce qu'on fait vraiment l'expérience de l'intelligence collective pour atteindre au fond quelques valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. Et par contre, la question du passage de la goutte d'eau à plus, parce qu'à 14, le groupe où nous construisons notre futur logement, c'est une goutte d'eau dont je sens vraiment la puissance qui permet l'évolution de chacun. On pratique et on a des aides professionnelles qui nous aident à écouter mieux, à prendre des décisions vraiment collectives, qui sont mûries, qui sont réfléchies, etc. Ça fait un bien fou. Après chaque rencontre, on a l'impression de sortir plus riche et plus fort. Mais le passage de la goutte d'eau à plus m'interroge vraiment. Donc je crois aux différentes expériences qu'on a essayé de partager ce soir et je crois qu'on peut se remercier les uns et les autres. Mais la prise le passage d'échelle, comme on dit souvent, m'a continué à m'inquiéter. Alors,
c'est sûr que le passage par l'individuel est sûrement très très important, en particulier de se désidentifier des fonctions sociales que l'on porte, se désidentifier aussi de notre personnalité pour mieux entendre l'autre et puis peut-être lever un peu le regard pour imaginer d'autres choses que celles dans lesquelles on est un peu empêtré. C'est sûrement un travail très très important. Le travail dans les collectifs, on a rappelé ce soir la difficulté, par exemple, des collectifs dans lesquels il y a des représentants. Justement, un représentant, c'est celui qui arrive avec une identification de la force, le groupe qu'il représente. Donc, le travail de désidentification dans ce cas-là est plus difficile à faire, mais il faut le proposer, il faut le montrer combien il peut être utile. Et puis le passage alors, au niveau sociétal, on voit le chemin. Moi, j'arrive pas à être optimiste comme mon cher ami Roland. D'abord, moi, je suis très sensible à l'image de la goutte d'eau, mais je pense qu'on peut avoir une image fractale de la goutte d'eau, c'est-à-dire l'idée que à l'intérieur de tous les collectifs humains, y compris à l'intérieur de notre propre personne, se joue cet enjeu absolument fondamental qui est de savoir est-ce qu'on régresse vers moins d'humanité ou est-ce qu'on progresse vers plus d'humanité. Et ça, c'est aussi bien le débat planétaire, y compris sur les problèmes climat, etc., que le jeu personnel, celui de nos différents groupes, celui de la France dans son propre débat. C'est-à-dire chacun est en quelque sorte convoqué à une espèce d'immense travail sur lui-même, hein, comparable à ce qu'on décrit dans les processus de sagesse. Et il y a cette capacité à s'affronter aux matériaux humains dans son ambivalence et dans sa difficulté, quelque chose qui est à la fois irritant et en même temps passionnant. Donc la goutte d'eau, si elle est fractale, elle est à mon avis porteuse de la question de l'océan. Hein. C'était Schrödinger, l'un des grands physiciens quantiques, qui décrivait toujours le rapport entre la partie ondulatoire et la partie corpusculaire, entre la vague et l'océan. Il disait la vague n'est que la partie corpusculaire, mais évidemment, seuls ceux qui la voient d'en haut savent que c'est l'océan qui compte le plus. Je passe la parole à Marie-Hélène. Je crois qu'elle n'a pas encore parlé. Pas encore, non, en conclusion. Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui nous touche au fond. C'est-à-dire aujourd'hui, parfois on est touché par l'inacceptable, effectivement, touché par problème de perte de la dignité humaine, et la fracture sociale, etc. Et du coup, comment on agit et comment on se rassemble pour agir sur ces questions-là. Et moi, j'apprécie beaucoup cette question d'écoute parce que de toute façon, on n'a pas la connaissance infuse. Moi, j'ai besoin vraiment des données pour pouvoir ensuite agir et prendre des décisions. Et ce qui a été dit, l'information et la prise de décision, tout en laissant la place à l'émotion. Et moi, je trouve que l'articulation aussi entre le mental, la pensée, le concept et la question émotionnelle et vibratoire, elle est importante. C'est-à-dire, moi, je vois
dans les groupes. Et aujourd'hui, voilà, on a accueilli une famille syrienne, par exemple, et on a tout fait par Zoom, les réunions, etc. Et enfin, il y a une semaine, on s'est réunis, on a fait une grande fête avec voilà, de la musique kurde, etc. Et là, on sent qu'il y a, même s'il y avait des positionnements différents sur cette démarche, on sent les gens beaucoup plus prêts à continuer, à s'engager, voire à impliquer davantage cette famille qui, à travers notre démarche, était un petit peu, entre guillemets, infantilisée. Voilà, et je pense que allier l'aspect un peu formel, un peu la connaissance qu'on doit avoir des choses, et ensuite l'aspect émotionnel et dire, comme le dit Patrick, qu'est-ce qui compte pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants. Voilà, je pense que c'est revenir sur ces questions un peu d'engagement et voilà, émotionnel. Voilà, merci. Et tu passes et je passe la parole à Anne. Merci, merci beaucoup. Moi, je vais vous faire un tout petit Apollinaire, comme ça, pour conclure. Notre histoire est noble et tragique comme le masque d'un tyran. Nul drame, hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincey, buvant l'opium, poison doux et chaste, à sa pauvre Anne allait rêvant. Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Je n'ai pas osé intervenir en fait après cette belle poésie parce que je vais être un tout petit peu plus terre à terre. Je le dis quand même, allez. Pour moi, il y a une puissance intellectuelle dans ce genre de rencontre et une vraie qualité des échanges qui est véritablement incarnée. Pour reprendre l'image du colibri, pour moi, ce qui me porte et ce qui me tient, c'est si on la relie à la pensée en archipel, en fait, on est véritablement capable d'affréter des citernes de colibris pour aller éteindre tous les incendies. Mais par contre, ça demande de la méthode, ça demande de vraiment s'ancrer dans de la matière. Et je pense que cette puissance intellectuelle qui est là mériterait d'être mise en action sur les territoires, d'aller se confronter en fait aux citoyens, d'aller se confronter véritablement à ce que les gens attendent. Parce qu'ils ont besoin de cette puissance, cette matière intellectuelle, mais ils ont besoin aussi de se mettre en action. Et je pense que le regroupement entre les deux est vraiment vital aujourd'hui. Donc du coup, moi, le petit élément, et c'est absolument pas une opinion, mais simplement une sensation que je partage là, c'est que je reste un petit peu sur ma faim parce que j'attendais l'espace 2.2, comment organiser des débats, quels outils, en gros, qu'est-ce que ce serait un développement archipélique? Et là, j'ai l'impression qu'on l'a un tout petit peu effleuré. Donc du coup, voilà, c'est comme ça, je le reçois, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit en capacité d'aller vraiment dans la matière, maintenant, dans le faire. Et qu'il ne s'agit pas de dissocier la pensée du faire, mais qu'il faut juste la relier et la mettre en archipel. Donc je me dis simplement que ce sera pour la prochaine fois, mais qu'il y a beaucoup de choses à... Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, le local et l'essaimage coopératif en fait, des actions locales. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager dans cette double dimension. Voilà. Et du coup, tu me passes la parole à moi. La parole a dit. Mais... Et du Thierry n'a pas parlé. Ah oui, Thierry aussi n'a pas parlé. Tu me laisses le tour ou Thierry ou... Ah bah, vas-y, puis je... Oui. Je suis ravi, Philippe, que tu aies clôturé comme ça, parce que ça rejoint un petit peu aussi ma pensée, puisqu'effectivement, cette question, on ne l'a pas posée, mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour ça qu'on enregistre on a enregistré cette seconde partie, qu'on va essayer de mettre ça quelque part dans un endroit qui puisse être commun et qui puisse être le début d'une construction de quelque chose de plus concret comme tu le souhaites. Je suis ravi que tu aies posé cette question-là. On en a parlé avec Damien Deville aussi. Et tu sais que les territoires sont au cœur du Festival des Archipels qu'on va faire en octobre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez concret qu'on peut élaborer au cours de l'été, en parallèle de toutes les autres activités qui puissent se passer. Et je passe la parole à Thierry. Oui, moi, je suis...
je reste un petit peu dubitatif ces temps-ci, un petit peu, c'est pas du pessimisme, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à l'ampleur des contraintes, notamment écologiques, de ce que nous dit la science aussi sur les limites qu'on est en train de dépasser de façon irréversible, j'ai de plus en plus peur que que lorsque Marie-Hélène dit qu'est-ce que l'on veut laisser à nos enfants, on soit obligé de se limiter à la question qu'est-ce qu'on pourra laisser à nos enfants simplement. Et ça me paraît très grave. C'est-à-dire qu'on n'est plus, j'ai un petit peu quand même l'impression, peut-être, je ne voudrais pas laisser une note un petit peu pessimiste, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on est encore 10-20 ans en arrière et que quelque part, on est dans une espèce de déni et de sidération de ce qui peut nous arriver. Et que le côté d'effet d'échelle, on ne l'a pas pris en compte encore. Il n'est pas encore véritablement pris en compte. Il se casse la figure sur des réactions. Moi, quand j'entends le futur vraisemblable président de Hauts-de-France dire je veux absolument plus d'éoliennes ou alors il faut qu'elle soit très loin, enfin, je trouve ça d'une stupidité crasse, quoi, quelque part, qu'on retrouve aussi du côté du Rassemblement national et d'autres, mais aussi, comme j'ai indiqué tout à l'heure, dans certaines associations écologistes, ce qui m'inquiète beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, il y a une crispation. Et cette crispation évite d'appréhender de façon forte des questions sur lesquelles il va falloir trancher et prendre à bras le corps. Donc c'est le vrai conflit entre la vitesse et la démocratie. On est dedans. Alors comment nous, à notre petite échelle, on peut modifier ça? Je pense qu'il faut essayer de rentrer dedans. Je pense qu'il faut véritablement rentrer dans des débats difficiles. Essayer de les organiser, que ce soit sur des points aveugles, des points cachés, des choses qu'on n'ose pas sortir de sous le tapis. On le voit bien, c'est en train de fracturer la gauche, très très clairement, cette question-là, et une pseudo-unité. Il faut, peut-être que c'est à nous, parce qu'on est finalement relativement indépendant, neutre dans ces histoires-là, lorsqu'on arrive à l'être, de prendre un ou deux points et essayer d'avancer, de sortir. Sinon, j'ai très peur on s'amuse un petit peu, quoi. C'est ça qui m'embête. Alors, il faut évidemment s'amuser, il faut que les choses soient très sympathiques, empathiques. Et bien sûr, le Covid n'a pas aidé aussi par rapport à ça sur des liens, je dirais, directs. Mais si on ne prend pas les choses à bras-le-corps maintenant, j'ai de plus en plus d'inquiétudes. Alors peut-être que c'est, pour terminer, peut-être que c'est lié aux conclusions d'un futur scénario Négawatt qu'on va présenter en septembre-octobre, mais c'est de plus en plus dur. Celui qu'on vient de boucler est le plus difficile de loin des 5 qu'on a déjà travaillé, parce qu'il y a de moins en moins de temps devant nous et la collision et l'iceberg se rapprochent. Peut-être qu'on peut conclure maintenant en disant que effectivement ça va être dur et donc il faut trouver les coussins pour amortir un petit peu le choc et faire en sorte que les conclusions que vous allez tirer soient entendables. Oui. Je ne sais pas si c'est un airbag qu'il faut ou un changement de trajectoire, tu vois, c'est ça. Mais il faut un changement de trajectoire, ça, on en est convaincu. Il faut un changement de trajectoire, sauf qu'il s'anticipe. Et on est comme sur un gros paquebot, et ça s'anticipe longtemps à l'avance. Parce que si tu bloques tout, c'est les machines qui cassent. C'est des centaines de milliers d'emplois. Absolument. Voilà. OK. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas un coup à boire quand même. Oui, moi je vais aller boire un coup avec mes... Allez, on va y aller. À votre santé. La prochaine fois en vrai. Aussi. Alors, la prochaine fois en vrai, voilà, après l'été. Déjà, on va se voir peut-être cet été. On va se voir cet été. On va se voir. On va forcément se rencontrer. Oui, il faut profiter de l'été. Justement, parce qu'on va pouvoir se voir et se toucher, que ce soit les dialogues en humanité, l'université des mouvements sociaux, le festival des archipels, les journées d'été écologique, etc. Donc, profitons-en. Le festival des idées aussi.
Et le Festival des idées. Je vais vous mettre aussi un lien au Rencontre Festival sur l'enfermement. Si tu peux le mettre sur le Padlet. Exactement, je vais le mettre sur le Padlet. Et Thierry, le Festival de Taux aussi, tu peux le mettre sur le Padlet. La partie éco-dialogue, oui, je vais le mettre effectivement sur le Padlet. Il a commencé. Mais... Il a commencé. Non, ça c'est le tien. Bonne soirée. Bon, eh bien, bonne soirée et merci. Merci à vous, merci à Didier et Thierry de cette animation. Merci. À très bientôt. Merci à Didier qui a préparé pratiquement tout sur ce lagon. Et à bientôt pour le lagon numéro 12 en présentiel. Voilà. Ciao, ciao.